Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour la review de Saturday Night's Main Event du 24 mai 2025 et je vais démarrer par la conclusion, mais perso, c'était mon Saturday Night's Main Event préféré depuis le retour du show, tout simplement à cause du booking qui était très simple mais efficace. On a démarré avec une très grosse surprise, un retour, et on a fini le show avec une très grosse surprise, un autre retour. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire pour que vous soyez à jour, c'est qu'on va démarrer avec un petit résumé de SmackDown, juste les faits marquants et l'avis de Pierre, et ensuite, on passera aux résultats de Saturday Night's Main Event. Donc on va passer aux résultats dans un instant, mais d'abord un petit placement publicitaire. Alors comme vous le savez, actuellement la WWE est en plein boom dans les pays francophones, et vous êtes nombreux à me demander comment faire pour pouvoir voir les PLE, ainsi que les shows hebdomadaires Raw, SmackDown et NXT, chaque semaine en direct. Et bien justement, depuis le début de l'année, tous ces shows sont disponibles sur Netflix, mais par contre, si vous êtes en France, en Suisse ou en Belgique, il vous faut un VPN, et je vais vous expliquer comment faire avec notre partenaire NordVPN. NordVPN vous permet de changer votre emplacement virtuel comme ça. Ou encore, par exemple, comme ça. Pour bénéficier de contenu géobloqué dans votre région, comme la WWE en France. Donc d'abord, rendez-vous sur le site de NordVPN via mon lien disponible dans la description afin de prendre un abonnement. Personnellement, j'ai pris l'abonnement de 2 ans que je vous conseille fortement car c'est l'offre la plus rentable et ça vous reviendra à moins de 3 € par mois pour le VPN le plus rapide de la planète et sur jusqu'à 10 appareils en simultané, que ce soit téléphone, ordi ou tablette. Ensuite, vous téléchargez et vous installez le logiciel. Et là, regardez, si je vais sur Netflix France et que je tape WWE, je ne trouve rien. Donc ouvrez NordVPN et là vous pouvez voir que je suis auto-connecté en France, mais je peux également choisir parmi toute une liste de pays. Par exemple, je cherche United Kingdom, donc Royaume-Uni, et je clique dessus afin de me connecter. Derrière, j'ai une notification qui m'indique que je suis connecté à United Kingdom. Et quand je me rends à nouveau sur Netflix et que je tape WWE, cette fois-ci j'ai les différents shows qui sont disponibles. Vous pourrez donc suivre les shows hebdomadaires et les PLE en direct, et surtout en VF, car Christophe Ajus et Nadir Mohamedi commandent Raw, SmackDown, NXT et les PLE sur Netflix. Et si vous ne pouvez pas voir les shows en direct, profitez de NordVPN pour voir les replays qui seront disponibles dès la fin de la diffusion sur Netflix. Et ce n'est pas uniquement utile pour la WWE car par exemple, MyTF1, France TV ou encore Sisplay sont uniquement disponibles en France. Donc quand vous êtes à l'étranger, il vous faut un VPN pour voir ces chaînes. Donc si vous êtes comme moi et que vous souhaitez suivre la WWE mais sans galérer et sans payer trop cher, téléchargez NordVPN via mon lien dans la description et vous aurez 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, ce qui vous revient à moins de 3 € par mois. Cette offre est uniquement disponible via mon lien dans la description. Je précise que le paiement est effectué en une fois. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 30 jours et NordVPN dispose d'une assistance client 24 h sur 24, 7 jours sur 7 si jamais vous avez des questions. Allez, on démarre avec le résumé rapide de SmackDown et donc d'abord nous avons Giulia qui s'est qualifiée pour le Money in the Bank Ladder Match féminin en battant Zelina Vega et Charlotte Flair. Ensuite nous avons Tommaso Ciampa qui a battu Chris Sabin grâce à une intervention de Candice LeRae qui rejoint donc le duo DIY. Derrière on a eu un premier segment avec la nouvelle Bloodline, donc Solo Sikoa, JC Mateo et Jacob Fatu. Et là on a Fatu qui a clairement fait comprendre qu'il ne fait pas confiance à JC Mateo parce qu'en réalité il ne fait pas partie de la Bloodline, il ne fait pas partie de leur famille. Ils n'ont pas le même sang. Mais là, vous avez Solo Sikoa qui s'est interposé et qui a dit à Jacob Fatu que c'est très bien, il faut prendre cette haine, il faut prendre cette énergie et la transférer vers le match qu'ils auront plus tard ce soir. Et là, Solo Sikoa a parlé de Jimmy Uso et il a dit qu'il sait qu'actuellement Jimmy Uso en veut à Roman Reigns. Donc Solo Sikoa veut ramener Jimmy Uso dans sa bloodline, mais le seul moyen pour que ça arrive, c'est que Jacob Fatu et JC Mateo travaillent ensemble ce soir. Ensuite, on a un segment coulisses où on a Charlotte Flair qui voit Alexa Bliss en train de parler et on entend qu'Alexa Bliss est en train de dire qu'il faut avoir des amis et c'est important d'avoir des amis car si tu n'en as pas, quand tout s'écroule, eh bien il n'y a personne, tu es toute seule. Et là, vous avez Charlotte Flair qui s'approche pour voir à qui Alexa Bliss parlait et Alexa Bliss est en train de parler à Lily et dans l'un des yeux de Lily, bien entendu, il y a ce 6. Donc forcément, à ce moment-là, on a tous supposé que ça avait un rapport avec les Wyatt Six. Derrière, nous avons Michin et B-Fab qui ont battu Piper Niven et Alba Fire et pendant le match, Zelina Vega est intervenue pour attaquer Chelsea Green qui était au bord du ring.
Puis la WWE nous a annoncé le premier match pour le show Worlds Collide où on aura des talents WWE qui vont affronter des stars de la AAA. Et donc le premier match sera Legado del Fantasma contre El Hero des Dr. Wagner, Psycho Clown et Pagano. Et hier soir lors du Saturday Night's Main Event, ils ont officialisé le second match qui sera Vikingo contre Chad Gable. On enchaîne avec Jacob Fatu et JC Mateo accompagnés par Solo Sikoa contre Jimmy Uso et Rey Fenix. Et à la fin du match, Jimmy Uso est chaud, il a porté un spear à JC Mateo et il voulait enchaîner avec son splash, mais là Solo Sikoa est monté au bord du ring et il a tenté de convaincre Jimmy Uso de le rejoindre, mais surtout en fait il l'a distrait et du coup derrière JC Mateo en a profité pour porter son finisher, le Tour of the Islands, sur Jimmy Uso pour la victoire. Et un peu plus tard, on a eu un nouveau segment en coulisses avec la nouvelle Bloodline, et là vous avez Nick Aldis qui est venu leur annoncer que la semaine prochaine, Jacob Fatu sera également dans un match de qualification pour le Money in the Bank Ladder Match, sachant qu'on rappelle que Solo Sikoa est déjà qualifié. Et donc là on peut voir que Solo n'est pas forcément content, mais il dit c'est pas grave, y a pas de souci, on sera tous les deux dans le match, ce qui veut dire qu'on va tous les deux remporter le match, on va trouver une solution. Et là vous avez Jacob Fatu qui a souri, il s'est retourné vers Solo Sikoa et il lui a enfin redit vraiment avec le cœur I love you Solo. Et là Jacob est parti pendant que Jeff Cobb ne comprenait pas trop ce qui se passe, et vous avez Solo Sikoa qui était trop drôle, il regarde JC Mateo et il lui dit « Putain, ça fait 6 mois qu'il m'avait pas dit ça !» Donc encore une fois, pendant le show, on a joué sur les tensions entre Solo Sikoa et Jacob Fatu, et cette réponse de Jacob Fatu à la fin était un petit peu surprenante, on se demande limite s'il joue un petit peu avec Solo Sikoa. Derrière, on a eu un nouveau match de qualification pour Money in the Bank, et c'est LA Knight qui s'est qualifié en battant Shinsuke Nakamura et Aleister Black. Puis le show s'est terminé avec les Street Profits qui défendaient les titres par équipe face à Fraxium. On a eu des interventions de DIY, mais rapidement les Motor City Machine Guns sont venus s'occuper d'eux, puis d'un coup, les lumières se sont éteintes et quand elles se sont rallumées, on a eu le retour des Wyatt Six et le show s'est terminé avec les Wyatt Six qui ont détruit tout le monde, toutes les équipes, mais surtout à la fin ils ont amené un gâteau sur le ring et vous avez Bo Dallas, vous avez Uncle Howdy qui a soufflé la bougie qui était sur le gâteau, car il faut savoir que vendredi c'était l'anniversaire de Bray Wyatt qui aurait fêté ses 38 ans et honnêtement c'est un moment très touchant pour finir la soirée. Aujourd'hui j'ai 30 ans et je dis pas ça pour que vous me souhaitiez bon anniversaire dans les commentaires. On commence cet épisode de SmackDown par nous hyper le Money in the Bank féminin. C'est Tiffany Stratton qui ouvre le bal et je suis très hypé pour ce Money in the Bank. Plus pour les femmes que pour les hommes, ça va être très cool. J'espère sincèrement qu'Alexa Bliss va gagner ce Money in the Bank. Parce que ce serait très cool pour elle, il est temps qu'il fasse quelque chose avec Alexa Bliss. En attendant, je suis content parce que Charlotte ne s'est pas qualifiée pour le Money in the Bank. C'est Julia qui prend son ticket pour le PLE. C'est très cool pour Julia qui vient d'arriver. On continue de booker cette Bloodline 2.0 ou 3.0, je sais pas. Solo Sikoa, j'en ai plus rien à foutre, il est plus crédible depuis des mois. Jacob Fatu, il est temps qu'il s'éloigne de Solo Sikoa et qu'il marche seul comme Jean-Jacques Goldman. Et quant à Jean-Claude Matteo, je sais toujours pas ce qu'il branle là. Le mec est pas du tout samoan, hein. Le mec est hawaïen. Il a plutôt l'habitude de mettre des colliers de fleurs plutôt que des hula-fala autour du cou. Va t'enculer des cocktails autour de la piscine et laisse-nous tranquille. R-Truth fait une promo, et une très longue promo, voilà, j'ai rien d'autre à rajouter, c'est pour dire le level de ce SmackDown. Ce qui va rattraper un petit peu le coup, c'est le triple menace entre Aleister Black, LA Knight et Shinsuke Nakamura. Oui, Shinsuke Nakamura est venu bosser, hein. Il est venu faire son quota d'heures pour le mois, il repart au chômage, on le reverra dans un mois ou deux, c'est très cool. Et c'est LA Knight, yeah, qui se qualifie pour le Money in the Bank. Il se qualifie en gagnant comme un heel, voilà. Je m'attendais pas à ce qu'il gagne de cette façon. Qu'est-ce que j'ai oublié dans cette review? Michin, on s'en branle. DIY, malheureusement je les adore, mais ça sert plus à rien, ça tourne en rond. Miz, Carmelo Hayes, on en a rien à branler. Bon, le main event, excellent main event entre Fraxium et les Street Profits qui était très cool, mais je vais directement parler de l'aftermatch, je peux plus. Intervention des Wyatt Six, retour des Wyatt Six, ils l'ont fait. Le jour de son anniversaire, le jour où Bray Wyatt aurait dû avoir 38 ans. Voilà, c'est pour me faire chialer. Ils arrivent, ils attaquent tout le monde. Visiblement, les Wyatt Six vont se concentrer sur la division tag désormais. Il est temps. C'est une très bonne chose. Prenez les titres. Ils ont plein d'histoires à raconter. Je suis très content qu'ils reviennent. Ne foirez plus les Wyatt Six, s'il vous plaît. J'étais à deux doigts de verser ma petite larme. Le coup du gâteau, Bo Dallas qui souffle dessus, qui dit ma vie pour toi. Vous allez m'avoir, hein, vous allez m'avoir. En plus, le jour de mon anniversaire, c'est fou. Je dis pas ça pour qu'on me le souhaite dans les commentaires, hein, toujours pas. Je mettrai la note de 6 sur 10 à cet épisode. Et le retour des Wyatt Six a beaucoup aidé, hein, vraiment, hein, parce que le reste, c'était un petit peu du vide. Merci à tous, à la prochaine. Merci Ali et vive le catch. Alors je suis pas sûr, mais je crois que c'était l'anniversaire de Pierre, mais par contre, bien entendu, il veut pas que vous lui souhaitiez dans les commentaires. Allez, on passe à la review de Saturday Night's Main Event et on démarre avec le tag team match. Braun Breaker et Seth Rollins accompagnés par Paul Heyman contre CM Punk et Sami Zayn. La foule était à fond derrière CM Punk et donc là le match démarre et après
Donc là, vraiment, c'était une énorme phase, limite un move qu'on n'avait jamais vu dans l'histoire de la WWE. Puis le match continue et là, vous avez Seth Rollins qui reprend l'avantage et d'un coup, Bron Breakker se prépare et... Donc vraiment, on était sur un très gros match, très grosse qualité et j'ai adoré le moment. Donc vraiment super match comme vous l'avez compris. Non mais je déconne, hein. En fait je voulais juste rendre hommage à cet écran de pause qu'on a eu hier soir pendant Saturday Night's Main Event, parce que c'était quand même la star du show, c'est lui qu'on a le plus vu hier soir. Et je vous avais prévenu dans la vidéo pronostic, je rappelle que ce sont des shows TV spéciaux, donc comme Raw et SmackDown, on a énormément de pubs. Après, j'ai pas comparé, mais limite, parfois j'ai l'impression qu'on a eu encore plus de pubs qu'à Raw ou à SmackDown, donc clairement, ça coupe le rythme. Et là, par exemple, sur le premier match qui a duré 13 minutes sans compter les entrées, mais on a vu quasiment rien du match. Du coup, à chaque fois, je vais surtout me concentrer sur les finishes, car comme je vous l'ai dit, on a raté à chaque fois une grosse partie du match, et en plus, c'était des matchs très courts, donc il n'y a pas grand chose à dire par rapport à la construction, mais c'est surtout les finishes qui était important. Et là, vous savez, Sami Zayn qui est en train de dominer, il va dans le coin, il se prépare pour son Hell over Kick, mais d'un coup, vous avez Paul Heyman qui intervient et qui tente de faire trébucher Sami Zayn et il le distrait en même temps. Mais pendant ce temps, on entend une pop et on a Bronson Reed qui effectue son retour et qui passe par-dessus la barrière. Et là, vous aviez CM Punk justement qui était à l'extérieur du ring, donc Bronson Reed lui a foncé dedans et il l'a fait passer à travers les barrières de sécurité. Les barrières ont explosé. Et donc pendant ce temps, forcément, vous avez Sami Zayn qui est distrait par ce qui se passe dans le ring. Et là, quand il se retourne, il se prend le super spear de Bron Breakker pour la victoire. Mais attention, ce n'est pas terminé. Directement après le match, vous avez Bronson Reed qui monte sur le ring. Et là, il confronte Seth Rollins, mais surtout Bron Breakker qui vient vraiment face à face avec Bronson Reed. Ça devient très tendu. Mais là, d'un coup, vous avez Seth Rollins qui s'interpose et il fait un gros câlin à Bronson Reed. Donc apparemment, tout était prévu. C'était un plan de Seth Rollins, mais ce qui était très intéressant pendant le segment, c'est qu'on pouvait clairement voir que Paul Heyman et Bron Breakker n'étaient pas au courant. Mais directement, quand Seth Rollins fait son câlin à Bronson Reed, vous avez Paul Heyman qui d'un coup réalise ce qui se passe. Et là, il tape sur Bron Breakker en mode « Tu vois, où tu vois, il est avec nous, c'est super, c'est génial, c'est très très bien. » Donc Paul Heyman avait l'air ravi au final de l'ajout, on va dire, de Bronson Reed à leur alliance. Mais Bron Breakker était pas forcément ravi, sauf que là vous avez Bronson Reed qui lui tend la main, il veut lui serrer la main, et au final Bron Breakker accepte, et donc à la fin du segment ils sont tous en train de célébrer ensemble, et Seth Rollins a donc un nouveau membre pour son clan, et quelle recrue, car perso j'adore le monstre Bronson Reed. Maintenant petite remarque par rapport à Bronson Reed, car j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre en disant que ça n'avait aucun sens, car avant sa blessure, Bronson Reed avait une rivalité avec Seth Rollins, et il l'avait démoli avec plein de tsunami splash, donc ce n'est pas logique que maintenant il fasse équipe. Mais pour info, c'est littéralement l'une des stories qui est le plus arrivée dans l'histoire du catch. C'est-à-dire deux personnes qui sont ennemies, qui se font la guerre et au final, à la fin, ils deviennent amis. C'est quelque chose qu'on a vu des dizaines, des centaines, des milliers de fois à la WWE et dans le catch en général. Donc ce n'est pas du tout illogique, sachant que pour le moment, ils n'ont même pas encore expliqué. Et dans ce genre de situation, dans ce genre de storyline, habituellement, quand tu veux l'expliquer, il y a une explication très simple, celle qui est la plus souvent utilisée. Tu pourrais tout simplement avoir Seth Rollins qui va dire que lors de sa rivalité avec Bronson Reed, eh bien il s'est rendu compte du potentiel de Bronson Reed et du coup, il préfère l'avoir de son côté que contre lui. Il sait que Bronson Reed est un monstre et donc il vaut mieux que ce monstre soit sous son aile, à son service, plutôt que contre lui. Et tu pourrais avoir Bronson Reed par exemple qui pourrait dire que Seth Rollins lui a promis des choses, des opportunités. Donc il y a plein de moyens d'expliquer cette nouvelle alliance. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on sent une potentielle tension entre Bron Breakker et Bronson Reed qui sont deux beaux bébés. Et en plus, qui sont deux personnes qui tous les deux à tout moment pourraient potentiellement trahir Seth Rollins pour lui voler une opportunité et passer devant lui. Donc honnêtement, personnellement, je ne vois que des points positifs à l'ajout de Bronson Reed au clan de Seth Rollins. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, ça a permis de démarrer la soirée avec une très belle surprise. Et donc on a pu parfaitement lancer le show. Et je précise également qu'à la fin du segment, pendant qu'ils étaient en train de célébrer, vous avez CM Punk qui a tenté de revenir, de se jeter sur Paul Heyman. Mais là, vous avez Rollins et Breakker qui ont tenu CM Punk et Bronson Reed qui lui a porté le Tsunami Splash.
On enchaîne avec Zelina Vega qui a défendu le titre US face à Chelsea Green. Alors les deux catcheuses ont eu très peu de temps, c'était très rapide, le match a duré 5 minutes, mais tout de même, pendant le match, on a eu un très gros bump avec Chelsea Green qui a powerbombé Zelina Vega à l'extérieur du ring. Puis un peu plus tard, vous avez également Piper Niven qui est intervenu pour faire trébucher Zelina Vega pendant que Alba Fire a distrait l'arbitre, mais au final, Zelina Vega a repris l'avantage et à la fin du match, elle a porté son Code Red depuis les cordes sur Chelsea Green pour la victoire. Et on peut également noter qu'à la fin du match, Chelsea Green saignait au niveau du nez, donc un potentiel nez cassé pour Chelsea. Ensuite, on a le droit à une double annonce de la part de la WWE car il nous annonce un week-end spécial en juillet avec le prochain Saturday Night's Main Event le samedi 12 juillet et derrière le lendemain, le dimanche 13 juillet, on aura le retour du PLE Evolution, donc un PLE 100% féminin. Et petite précision, d'après plusieurs médias américains, on pourrait avoir le dernier match de la carrière de Goldberg, son match de retraite lors de ce Saturday Night's Main Event le 12 juillet prochain. On enchaîne avec R-Truth qui va affronter son idole d'enfance. Donc là, vous avez la musique de John Cena qui retentit. John Cena fait son entrée sous les huées de la foule. Puis derrière, vous avez à nouveau la musique de John Cena qui retentit. Et R-Truth a fait son entrée sur la musique de John Cena avec le t-shirt de John Cena. Sauf qu'il avait remplacé forcément John Cena par sa gueule. Et donc là, encore une fois, ça va être très rapide. Le match a duré 4 minutes et 25 secondes. Donc vous avez R-Truth qui monte sur le ring. Mais directement, John Cena se jette sur lui. Donc le match démarre. Et au bout de quelques instants, vous avez R-Truth qui prend l'avantage. Et là, il porte les prises classiques de John Cena à John Cena. Donc il enchaîne le Five Knuckle Shuffle. Et derrière, il lui porte un AA, mais pour le compte de 2. Et ensuite, il enchaîne avec le STFU. Mais là, vous avez John Cena qui réussit à choper les cordes. Et donc là, vous avez John Cena qui a repris l'avantage. Ils se sont battus un petit peu à l'extérieur du ring. Cena a jeté R-Truth sur un poteau, puis l'a ramené dans le ring. Et là, d'un coup, vous avez John Cena qui va chercher sa ceinture à l'extérieur du ring. Je précise d'ailleurs au passage que ce n'était pas un match pour le titre, mais bien entendu, Cena avait sa ceinture. Et donc là, il monte sur le ring. Il se retrouve face à R-Truth. Il veut le frapper avec la ceinture, mais d'un coup, il s'arrête et il hésite. Et c'était justement ce dont je vous avais parlé dans la vidéo pronostic. Est-ce que R-Truth allait potentiellement jouer sur le comportement de John Cena et semer les graines du potentiel face turn de John Cena? Donc là, justement, on a John Cena qui a des doutes. Il ne sait pas quoi faire. Au final, il ne veut pas frapper R-Truth avec la ceinture. Et donc, au final, il change d'avis. Il prend la ceinture et il la donne à l'arbitre. Donc là, on se dit, c'est bon. R-Truth a réussi sa mission. Il est en train de réveiller John Cena. Et R-Truth, forcément, est tout content. Il est en train de fêter. Et il se jette sur John Cena. Il veut lui serrer la main. Et là, John Cena serre la main de R-Truth pendant que l'arbitre est en train de ranger la ceinture. Mais en même temps, d'un coup, John Cena porte un low blow à R-Truth. Donc, en fait, il était en train de nous feinter. John Cena n'a pas eu de remords. Il n'a pas eu sa conscience d'un coup qui s'est réveillé. Et donc, comme je vous l'ai dit, John Cena a utilisé son combo low blow, coup dans les balls. Et derrière, il enchaînait avec un AA pour la victoire. Mais encore une fois, ce n'est pas terminé car après le match, John Cena va chercher sa ceinture et là on attendait sa réaction. Est-ce que potentiellement il pourrait serrer la main de R-Truth ou l'aider à se relever? Mais pas du tout. John Cena a cherché sa ceinture et il a frappé R-Truth quand R-Truth s'est relevé. Donc vraiment hier soir on n'a pas eu le retour du bon Cena. On a un Cena qui a tout simplement démoli R-Truth. Et attention, quelques instants après le match, on passe en coulisses et on a Jey Uso qui croise justement John Cena. Et là, vous avez Jey Uso qui tchatche un petit peu en disant qu'il se rappelle la dernière fois qu'il a vu John Cena, c'était au Royal Rumble quand il l'a éliminé. Et là, vous avez John Cena qui sourit, il dit « C'est très bien, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vu, mais moi j'ai vraiment hâte de la prochaine fois qu'on se verra, car il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. » Et là, vous avez John Cena qui commence un petit peu à rentrer dans la tête de Jey Uso, et il dit que ce soir, Jey Uso va affronter Logan Paul. Et ce serait assez ouf que quelqu'un qui vient d'une famille aussi prestigieuse que celle de Jey Uso perde le titre World Heavyweight face à Logan Paul qui n'est même pas un catcheur mais un YouTuber. Et là, vous avez John Cena qui nous parle de la fin de l'année, donc quand il prendra sa retraite. Et il nous rappelle que bien entendu, il compte partir avec le titre WWE. Mais il nous dit que ce serait marrant que quand il part avec le titre, on se retrouve avec Logan Paul, donc avec un YouTuber en tant que champion World Heavyweight. Et Cena nous dit que ce serait un petit peu comme si le monde du catch aurait été détruit ou aurait été gâché.
Donc on rappelle que c'est justement l'objectif de Cena. Cena veut gâcher le catch, il veut gâcher la WWE. Et donc là, il met la pression sur Jey Uso ce soir, car en fait, Cena veut que Jey Uso perde le titre. Car en fait, Cena veut vraiment que quand il quitte la WWE, ce soit une catastrophe. Et la pire catastrophe qu'il pourrait y avoir, c'est qu'on se retrouve avec plus qu'un titre, le titre World Heavyweight, et un YouTuber en tant que champion. Donc en gros, Cena ce soir sera pour Logan Paul. Derrière, on enchaîne avec Drew McIntyre contre Damian Priest dans un cage match. Et là, en gros, l'histoire du match, c'est qu'on avait un petit peu Drew McIntyre qui a tout tenté. D'abord, il a tenté une superplex, puis un Claymore kick, mais uniquement pour le compte de 2. Puis un peu plus tard, il a porté le chokeslam de Damian Priest à Damian Priest, mais encore une fois pour le compte de 2. Donc là, vous aviez McIntyre qui cherchait une solution, et au final, vers la fin du match, il a voulu tenter la même chose qu'il avait fait à WrestleMania pour remporter le match, c'est-à-dire porter un Claymore kick sur la tête de Damian Priest contre une chaise dans le coin. Donc là, McIntyre se prépare, il se lance, mais au dernier moment, Damian Priest s'est enlevé, donc McIntyre s'est explosé contre la chaise dans le coin. Et là, Damian Priest a compris que c'était le moment où jamais il fallait faire quelque chose d'énorme pour pouvoir remporter le match. Donc il a chopé l'une des chaises et il a frappé McIntyre avec, au niveau du dos et également au niveau du cou, au niveau du visage. Puis derrière, Damian Priest cherchait une solution également. Et là, il a vu les deux chaises qui avaient été amenées dans le ring par McIntyre au début du match. Et il a utilisé les chaises pour porter un concerto à McIntyre. Et comme vous le savez, personne ne se relève d'un concerto. Donc là, McIntyre était littéralement KO dans le ring. Et au final, Damian Priest est sorti de la cage. Et là, alors qu'il était sur les escaliers, il s'est arrêté pendant un moment. Puis il a regardé McIntyre un petit peu en mode « C'est bon, j'en ai enfin terminé avec toi ». Et derrière, Damian Priest a descendu les escaliers. Il a touché le sol pour remporter le match. Alors déjà, le match était vraiment bon, la foule était plutôt à fond dedans, et du coup maintenant, on se retrouve à un partout entre Damian Priest et McIntyre, ce qui fait qu'on a beaucoup de fans en ligne qui pensaient qu'on allait enchaîner avec la belle directement lors de Money in the Bank, mais pour info, hier soir, nous avons le média américain PW Insider qui nous a informé qu'apparemment McIntyre va s'absenter après Saturday Night's Main Event, pour une période de congé en gros, afin de soigner quelques blessures qu'il traîne depuis quelques temps. Et derrière, vous avez Fightful également qui a confirmé l'info en ajoutant qu'apparemment c'est une période de congé qui fait partie de son contrat, donc c'était prévu. Mais en tout cas, donc d'après Fightful et Playboy Insider, on n'aura pas de belle tout de suite, car McIntyre risque d'être absent plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, apparemment, c'est la fin de la storyline pour le moment. Et du coup, on peut dire que Damian Priest a gagné pour le moment, mais peut-être qu'on aura la belle lors du retour de McIntyre. Et donc on passe au main event avec Jey Uso qui défend le titre World Heavyweight face à Logan Paul. Et rapidement, Jey Uso prend l'avantage et au bout de quelques minutes, il porte son super kick à Logan Paul, puis il enchaîne avec le Uso Splash. Donc là, Jey Uso allait conserver assez facilement. L'arbitre commence à effectuer le tombé, mais d'un coup, vous avez John Cena qui débarque et qui tire l'arbitre à l'extérieur du ring. Puis derrière, il attaque Jey Uso. Donc là, l'arbitre est KO. Le match n'est pas officiellement terminé. Et vous avez John Cena qui s'acharne sur Jey Uso, mais d'un coup, vous avez la musique de Cody Rhodes qui retentit. Cody est de retour et il se jette sur John Cena. Il prend rapidement l'avantage et lui porte son Crossroads. Puis là, vous avez Logan Paul qui débarque. Il est allé voir ses potes qui lui avaient donné un point américain. Donc il tente de frapper Cody avec le point américain. Mais Cody esquive et derrière, vous avez Jey Uso qui enchaîne avec un spear sur Logan Paul pour la victoire. Et après le match, vous avez Cody qui prend le micro et là il lance un challenge. Il dit qu'il a un coéquipier et apparemment John Cena a également un coéquipier. Donc il veut un tag team match lors de Money in the Bank. Cody Rhodes et Jey Uso face à John Cena et Logan Paul. Donc gros tag team match pour Money in the Bank. Et pourquoi un tag team match? C'est parce qu'on veut pas donner tout de suite le rematch entre Cody Rhodes et John Cena. Donc pour faire patienter les fans, on démarre tranquillement avec un petit tag team match. Mais par contre, ce qui est surprenant, c'est que ces dernières semaines, les médias américains parlaient justement d'un tag team match avec Cody et John Cena pour Money in the Bank. Mais par contre, à la base, ils parlaient de Cody avec un partenaire, potentiellement Bad Bunny, face à John Cena avec Travis Scott. Et bien au final, Travis Scott ne sera pas dans le match et c'est Logan Paul qui va faire équipe avec John Cena. Mais par contre, il faut savoir que d'après les médias américains, ces derniers jours, on a eu des rumeurs comme quoi, même si Travis Scott ne sera pas dans ce match, il devrait tout de même être présent lors de Money in the Bank. Maintenant, pour conclure, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'était vraiment un Saturday Night's Main Event très bien booké. Alors bien entendu, on a eu énormément de pubs et les matchs étaient plutôt courts, mais la surprise au début du show avec Bronson Reed qui est de retour et qui rejoint le clan de Rollins, c'était vraiment très bien joué.
joué. Et le retour de Cody à la fin du show, bah forcément ça a fait popper tout le monde. Et en plus ils ont teasé un match pour Money in the Bank. Donc vraiment au niveau des émotions, au niveau du booking, la WWE a fait un très bon travail hier soir. Car les fans vont surtout se rappeler de ça. Ils vont surtout se rappeler de la manière dont le show a démarré et la manière dont le show s'est terminé. Donc voilà, c'est tout pour la review de Saturday Night's Main Event. Maintenant comme d'habitude c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour t'informer de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!